Ça enregistre. Et salut à tous, c'est Yamael, l'apôtre en bois, comme on m'appelle parfois, pour une nouvelle et dernière partie avec Makar. Donc mon deck mono noir, que je suis obligé de re-enregistrer du début, puisque quelqu'un est venu sonner à la porte en plein milieu de la vidéo ou du commentaire, alors que j'enregistrais le commentaire. J'aurais dû ne pas répondre. Pour m'informer que l'un de mes voisins, car j'habite dans une résidence, a peut-être attrapé le Covid et qu'il faut se méfier de lui. Enfin bref. Moi on m'a suspecté une fois d'ailleurs et je l'avais pas. Je voulais faire le test et je l'avais pas. Quelle histoire! Enfin bref, donc je vais devoir refaire tout mon commentaire depuis le début. C'est-à-dire vous présenter les 4 généraux en présence. Donc moi je joue Makar. Si vous ne vous rappelez pas ou que vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, il fait exiler la créature ciblée quand il devient dégagé et créer un jeton or, jeton qui peut se sacrifier pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Le deuxième général, c'est Vorinclex, joué par Jade KWS, donc le nouveau. Donc la carte n'apparaît pas encore sur Cocatrice, car je n'ai pas fait la mise à jour de Kaldheim pour l'instant, vu que Kaldheim n'est pas encore sorti. Donc il double le nombre de marqueurs +1/+1, enfin ou de marqueurs tout court que vous mettez sur vos permanents, et il a joué des écailles endurcies. Je traduis comme je peux, hein, je sais pas si c'est le bon terme en français, qui vous permet quand vous mettez des marqueurs +1/+1 d'en mettre un supplémentaire. Donc un supplémentaire x 2. Ces créatures vont très vite grossir, vous allez voir. Ensuite il y a Harden et Clédis. Donc Harden vous permet d'équiper gratuitement au début de la phase de combat. Très précisément, il vous permet d'attacher n'importe quel nombre d'auras et d'équipements sur le permanent ou le joueur ciblé. Donc vous pouvez choisir une cible maximum avec son effet. Et Kédis, qui vous permet quand votre commandant inflige des blessures de combat à un adversaire, il inflige autant à chaque autre adversaire. Et enfin Izoni, qui crée des jetons 1-1 égal au nombre de créatures dans votre cimetière. Et pour un noir inverse, sacrifier une créature, vous gagnez un point de vie et piochez une carte. Voilà les 4 généraux. Vous les connaissez peut-être déjà. J'espère que Makar vous le connaissez déjà, vu que je vous l'ai présenté 2 fois. Là c'est la 3e et dernière partie que je fais avec ce général. Donc je fais un précepteur diabolique pendant mon tour. J'ai joué déjà une ligne l'œil du vide que j'avais à main de départ et un manteau de paradis qui transforme en fait vos créatures en elfes. C'est très bien pour Makar car ça lui permet de s'engager sans risque. Et je vais chercher coffre de la coterie. Puisqu'en fait le principe du deck, je peux le révéler maintenant, c'est de jouer surtout sur coffre de la coterie. Plus que sur Makar en fait. En réalité. Makar il va juste exiler quelques créatures, donc c'est toujours bien. Mais le but c'est surtout de sortir un coffre et ensuite soit une orbe de l'hiver, soit des Sora X. Enfin vous verrez ça de toute façon. Puisque les decks vont tous bien sortir, mais chacun à leur tour on va dire. Lui il va commencer le premier, Vorinclex. Puisqu'il a joué. Quand vous jouez un terrain proliféré, donc mettez un marqueur supplémentaire sur chaque permanent qui a déjà un marqueur. Et il va poser, vous allez voir des créatures qui vont très vite grossir avec entre les écailles endurcies, l'autre qui prolifère, et vous allez voir au tour prochain ce qu'il va faire encore.
Lui, il a posé une coccinelle qui fait que quand un joueur sacrifie une créature, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 dessus. Donc son deck est basé sur le sacrifice, apparemment. C'est fâcheux ça. Si mon voisin a le Covid. Ça serait la première personne. On est en janvier. Je vais vous dire très précisément. Le 15 janvier. Et c'est la première fois que quelqu'un que je connais l'attrape. Donc c'est cette partie, j'ai choisi. Au début, je voulais vous en mettre que 2 de ma carte. Je me suis dit, ça suffit, parce que bon, après tout, c'est un général anecdotique, c'est pas du tout celui que je joue le plus. Comparé à Aurélia ou Mayael, que je joue tout le temps, ma carte, je le joue que très peu souvent. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais vous mettre quand même une Game 3, juste parce que vous allez voir les sorties que vont faire tous les joueurs. Tous les joueurs vont faire des trucs incroyables. Donc lui, il fait Richcard, qui vous permet de mettre des marqueurs +1/+1 sur 2 créatures. Mais comme il a les écailles, il en met 2 à la place. Donc vous allez voir qu'il a un deck plutôt bien construit sur le thème des marqueurs +1/+1. Et il joue. Ça juste intérêt. Ah, je connaissais pas cet artefact à mana. Bon, pour l'instant, ça commence plutôt doucement, mais vous allez voir, cette partie est bien. Vous allez voir ce qui va se passer, ça va vous surprendre. En tout cas, moi, j'ai été surpris. Donc, moi, pour l'instant, je fais rien. Je peux enfin jouer ma carte, mais je peux pas l'engager. Donc, pour l'instant, au bout de 4 tours, j'ai quasiment rien fait. Lui, il a posé ses 2 créatures qu'il a bien boostées. 7-6 et 6-6. Et lui, il va poser ça là. Ça va. C'est vraiment pénible que la barre de l'enregistreur soit au-dessus du nom de la carte. Est-ce que je peux faire ça? Voilà. Je mets là. Et voilà. Plus de problème. Donc il pose Savra avec un dessin spécial humoristique. Voilà, que je vous laisse admirer. La reine de l'essaim. Donc ça vous permet de sacrifier des permanents pour piocher des cartes. Pour -3, elle détruit un permanent qui coûte 3 ou moins, donc elle fait Abrupt Decay, quoi. Et pour -9, donc c'est pas trop dur à atteindre, vu qu'elle commence à 4 et qu'elle a un +2. Il suffit de le faire 2 fois. Vous gagnez un emblème avec chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la partie. Donc c'est vraiment fort. Et c'est lui le premier dont je vais me méfier à cause de cette capacité. Pour l'instant, Arden et Cadiz ont fait un géant Stone Ewer. Donc en français, je sais pas comment ça s'appelle. Qui est une très bonne carte dans son deck équipement, puisqu'il peut attaquer avec 4 de vigilance pour 5. Et pour 2, engagez-le sacrifier. Je dis. Cherchez dans votre bibliothèque un équipement et attachez-le à une créature que vous contrôlez. Donc une très bonne carte pour un deck équipement. Je le joue pas dans Aurélia, mais c'est vraiment
à la limite. Parce que ma courbe à 5 est un peu pleine. Et je joue pas beaucoup d'équipements. Donc il va servir un nombre limité de fois. Mais c'est vraiment limite quoi. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Quand je vous dis que Makar est redoutable. Donc là il pose son Vorinclex. Donc il double le nombre de marqueurs que vous mettez sur vos permanents. Et divise par 2 les marqueurs que vos adversaires mettent sur leur permanent. Donc il fait à la fois Doubling Season. Et il reprend le principe des Praetors. Qui a un effet symétrique, enfin asymétrique. Et il lui met une épée de guerre, non, de justice et de paix, de justice et de vérité, qui va lui permettre de proliférer, de mettre un marqueur +1 +1, puis proliférer, à chaque fois qu'il attaquera avec. Donc il va proliférer, plus doubler les marqueurs, plus rajouter un marqueur supplémentaire. Donc ces créatures vont devenir très vite énormes, quoi. Heureusement, il en a que 3. Avec Makar, il n'a pas la protection contre le noir, donc je vais pouvoir lui exiler Vorinclex. En espérant qu'il m'attaque pas. Mais il a déjà... il se montre menaçant. Entre Savra, au début je me méfiais de Savra, mais quand j'ai vu qu'il posait Vorinclex et que toutes ces créatures passaient 10-10, je me suis méfié de celui-là en particulier. Donc il attaque Yo-Yo Master. Je me dis ouf à ce moment-là. Qui ne bloque pas. Mais il peut pas de toute façon, il a protection contre le blanc avec son épée. Donc un départ plutôt fulgurant pour Vorinclex. Parce qu'il n'a fait que des coups utiles. Chaque carte qu'il a posée est entrée en symbiose avec les autres pour arriver à... Bon, à part qu'il a été obligé d'utiliser ces trucs en tant qu'elfe, puisque tant qu'ils ont des marqueurs +1/+1, ils ont aussi ajouté un mana vert en les engageant, grâce à Rishkar. Donc il aurait pu attaquer pour 30, ça aurait été pas mal. Mais il n'a pas pu, puisqu'il a préféré équiper l'épée. Un choix. On va voir ce qu'il va continuer à faire après. Il a de la pioche et du mana. Il a tout ce qu'il lui faut. À mon avis, il est plutôt confiant dans sa victoire, Jade. Ou elle, d'ailleurs. Non, c'est peut-être une fille. Je m'étais jamais posé la question. Tiens, il doit bien y avoir des filles sur Cocatrice, des fois. À moi. Donc, Makar n'est pas engagé. Donc, il ne se dégage pas et n'active pas sa capacité. Je pose le coffre que je suis allé chercher. Pour l'instant, il ne fait pas de mana supplémentaire. Je mets le manteau de paradis sur Makar, histoire de pouvoir l'engager tranquillement. Et je l'engage pour faire un démon d'offre 100. Donc désormais, je piocherai 2 cartes par tour au prix d'un point de vie. Donc un départ plutôt modeste, mais vous allez voir par la suite. C'est un peu l'avantage de Makar, c'est qu'il n'est pas trop impressionnant. Du coup, il a attaqué Arden, et il a bien fait d'ailleurs. Quoique moi j'aurais attaqué le Planeswalker, parce que son ultimate me fait vraiment peur quoi. Toutes vos créatures sont mortelles quoi. Et il a 5... oui il vient de jouer ça là. One Dozen Eye. Alors la carte qui porte mal son nom, puisqu'il fait 5-1-1. Ah si, c'est aussi tu l'entwines que ça en fait 6. Une douzaine d'yeux. Ça faisait peur à ma femme. Cette carte.
Bon, bref. Donc il a plein de 1-1. Et je suppose que le principe de son deck, c'est de poser plein de petites créatures. Et puis de tuer avec divers moyens, dont Vraska fait partie. Mais vous allez voir qu'il va faire n'importe quoi. Et qu'il va quitter la partie en cours de route, je crois même. Sur un rage quit, manifestement. Mais vous allez voir pourquoi. Donc voilà, au début j'avais peur de Vraska. Après, quand j'ai vu que Vorinclex commençait. Alors là, ces créatures sont 14-14. Parce qu'à chaque fois, il prolifère x2 et plus 1. Ça fait beaucoup. Mais Yu-Yo Master, donc Arden, a joué son marteau Colossus qui donne plus 10. Voilà la petite surprise qu'il nous avait réservée, ce salopard. Pardon pour les gros mots. Donc évidemment, il va utiliser la capacité de son général. En fait, là, il calcule s'il peut poser K10 et tous nous tuer en un coup. Vous voyez? Mais il ne peut pas. Donc il réfléchit, est-ce qu'il préfère tuer un joueur ou tous les blessés? Donc 8 passe 12-12. Et il y en a un qui n'a pas de bloqueur. Donc soit il pose K10 et on se prend tous 12. Soit, à la place de K10, il fait son Boros Charm. Et il donne la double initiative à Arden. Pour faire 24 blessures du général. Ça me fait marrer parce que c'est un peu le même principe que mon deck Aurélia. C'est elle surgit de nulle part et elle balance des grosses patates à 24 blessures du général en un coup. Bon, j'accélère parce que c'est trop long. Donc là, il se prend 24 blessures avec la double initiative et le marteau et il meurt pour un réflexe. Et voilà. Il avait fait un super départ, il avait de la pioche et tout. Pendant mon tour, j'exile le Stoneweaver Giant parce que lui, il est protégé avec les bottes. Vous voyez, moi je me mets enfin en action, ça y est, là j'ai mes coffres que je suis allé chercher et je peux activer ma carte pour la première fois de la partie. Donc il y en a déjà un qui est mort avant que j'ai fait quoi que ce soit. Et oui, des fois c'est comme ça le DH. Et je pose un petit cocucho. Donc s'il m'attaque, et un Bloodghast. S'il m'attaque avec sa 12-12, je bloque avec Kokusho, je gagne 10. Donc je suis plutôt peinard de mon côté. Je peux bloquer au moins une fois, quoi. Et là, je sais pas pourquoi. Apparemment, David a mis Vraska au cimetière. Et personne n'a compris ce qu'il foutait. Et tout le monde lui dit pourquoi Vraska est au cimetière et il répond pas. Et il va quitter la partie. Je sais pas. Genre, je sais pas ce qu'il lui a pris. Un joueur qui. Des fois, il y a des joueurs qui font n'importe quoi. En plus, il a plus rien, même. Presque. Alors que Vraska, elle est très forte. Il suffit. Enfin, moi, franchement, je la connaissais pas, cette Vraska. Tu sacrifies un permanent pour piocher une carte. Donc, tu fais son plus de 2 fois. Et après, tu peux faire son moins 9. Elle meurt même pas. Et tu gagnes un emblème, donc indestructible. Toutes vos créatures sont mortelles. C'est vraiment fort. Hein. J'ai pas de deck noir-vert. Je crois même pas que j'ai un deck noir-vert autre chose. Noir-vert rouge ou... J'ai aucun deck qui soit noir-vert, je crois. Mais sinon, j'ai envie de la tester quand je pourrai. Donc là, il fait réprobation sur ma carte. Qui fait que ma carte devient un couard. C'est pas mal. C'est mieux que mutation de son brassier, en fait. Il devient un couard 0-1 sans capacité, quoi. Alors que mutation de son brassier, qu'on jouait pourtant à l'époque,
ça le rendait 0,2 insecte indestructible. Donc il perdait ses capacités et sa force, mais il était indestructible, donc tu gardais un bloqueur. Alors que là, tu gardes que dalle, quoi. Remarque, sur un commandant, ça peut être mieux, parce que ça le force à rester sur le champ de bataille sans pouvoir être utilisé. Donc faut voir, ça dépend des cas. En général, je trouve, pour avoir beaucoup d'expérience à Magic, que les cartes sont équilibrées. Là, je bloque avec Kokusho, comme j'ai dit, donc ils se prennent 5 blessures chacun, c'est son effet, si vous connaissez pas. Quand il meurt, chaque adversaire perd 5 points de vie, et vous gagnez autant de points de vie que de points de vie perdus par les adversaires, donc 10. Je disais, oui, je pense que les gars qui font les cartes Magic ne sont pas des blaireaux, et ils font bien leur travail, parce que même le Lotus qui vient de sortir, là, je trouve que ce n'est pas abusé, c'est même pas tellement fort, en fait. Ça vous permet de faire des sorties explosives et de poser votre général tour 1, 2, 3, ce qui peut être un très net avantage, mais en même temps c'est qu'une carte sur 100. Donc comparé à un anneau solaire, c'est franchement pas abusé, c'est même moins bien qu'un anneau solaire, hein, dans la plupart des cas. Et donc là, c'est là que la partie va se décider, parce que je vais faire Diabolique Révélation à 5 grâce à mes coffres. J'ai bien fait d'aller les chercher. Je dis coffre, ça fait tout dans ce deck. Donc je fais Diabolique Révélation à 5, ce qui me permet d'aller chercher 5 cartes dans ma bibliothèque et les mettre dans ma main. Donc vous allez voir. Au début, je me dis que je vais aller chercher Skull Clamp pour mettre, puisque j'ai un Bloodghast. Et puis finalement, je vais oublier en cours de route. Je vais chercher Phyrexian Obliterator pour bloquer. Ça devrait le dissuader de m'attaquer. Urborg pour avoir encore plus de mana vu que j'ai Exsanguination en main. Et j'ai dans l'espoir de les finir avec. Orbe de l'hiver, puisque si j'ai coffre et Orbe de l'hiver, j'ai qu'un terrain à dégager et j'ai plein de mana et eux n'en ont plus. Deserted Temple, et la dernière c'est Tourmente de Hailfire, donc un finisseur. Si vous connaissez pas, je vous laisse la lire. Ah, c'est en anglais. Donc chaque joueur perd 3 points de vie, à moins de sacrifier un permanent non terrain ou défausser une carte. Répétez ce processus X fois. Et donc le Deserted Temple, ça fait dégager le terrain ciblé. Donc ça, plus coffre de la coterie, ça va me faire... Pour vous dire, je me rappelle plus, je crois que j'ai fait Torment of Hailfire à 8 ou à 7. Et après Exsanguinate à 24. Mais je vous spoil, c'est plus fort que moi. Lui, il a pioché Veil of Summer, ce qui pourra être utile éventuellement. Bon, alors lui, voilà, je sais pas ce qu'il a foutu. Il avait un très bon deck de départ. Et il a sacrifié Vraska. Je sais pas, il a cru que quelqu'un l'attaquait ou... Alors qu'avec toutes ces 1-1, là, je pense que ce tour-ci, il pouvait faire l'ultimate de Vraska. Ça fait 3 tours qu'elle était sur la table. Donc il aurait pu nous tuer presque tous les deux. Il a 5 créatures et nous on en a 5 à nous deux, dont une qui ne peut pas bloquer. Il pouvait en tuer un et tuer l'autre le tour suivant, quoi. Il a pioché ça à la place. Jouer plutôt que piocher. Quand une créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez un point de vie et piochez une carte. Apparemment c'est le thème de son deck. Ça fait 3 cartes qui font la même chose. Donc bon, c'est dommage. Il pouvait gagner. Je sais pas pourquoi il a sacrifié Savra. Vraska. Savra c'était une Golgari aussi. Comme quoi il se renouvelle pas trop dans les noms. Donc il m'attaque à moi. Il a posé son familier donc qui fait que toutes les blessures sont... Je bloque avec ma carte. Sont répercutées sur les autres joueurs.
Puisque ma carte ne sert plus à rien depuis qu'il a sa réprobation, je le sacrifie en bloquant. Heureusement, il n'a pas le piétinement. À moi de jouer. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. 9, 10, 11, 12, 13. 14. Bon, en fait, techniquement, j'en ai 13, quoi. Donc, je pose l'oblitérateur que je suis allé chercher. Je repose ma carte. Et là, j'ai quand même une bonne défense. Puisque j'ai ma carte qui peut exiler des créatures. Et lui, donc, je vous dis ce qu'il fait. Il est 5-5 piétinement pour 4. Donc, déjà, ça va. Et quand une source lui inflige des blessures, le contrôleur de cette source sacrifie autant de permanents. Donc il est très bien aussi fort qu'en attaque qu'en défense. Et je pose l'orbe de l'hiver. Et pareil, je leur dis, est-ce que l'orbe de l'hiver est accepté? Parce que c'est considéré comme de la destruction de masse, de terrain. C'est comme Stase ou Armageddon. Et c'est pas toujours autorisé. Donc je lui dis, est-ce que c'est autorisé? Il me dit non, d'abord. Et après il dit non, je déconne, c'est bon. Donc je vais la remettre en jeu. Donc là, petit retournement de situation en ma faveur, entre guillemets. Puisque désormais son 12-12 est un peu... Il a réussi à faire une attaque éclair et à mettre 24. Mais en fait, il aurait dû garder son Boros Charm et poser son K10 en premier, je pense. Qui, que je le répète encore une fois, fait quand vous infligez des blessures à votre commandant, infligez autant de blessures à chaque autre adversaire. Ben là, il y a l'orbe de l'hiver, donc il peut rien faire. Et lui, il est obligé d'attaquer avec sa 12-12 dans des 1-1 qui vont pouvoir bloquer à l'infini. Et il concède. Vraiment dommage qu'il n'ait pas joué sa Vraska jusqu'au bout. Ça aurait pu complètement retourner la partie. Donc là, on approche de la fin. Maintenant, c'est Arden contre moi. C'est là que ça va se jouer. On a tous les deux une chance de gagner. Donc là, même avec l'orbe de l'hiver, je vous dis, avec les coffres de la coterie, je peux faire Torment of Hellfire à 7. Sachant que j'ai 2-5-5 et qu'il est à 27. Je vous laisse faire les maths. Mais s'il paye tout en point de vie, il passe à 6. Donc il est obligé de sacrifier des trucs. Il a sacrifié 2 trucs. Une pierre de Garmon, son familier. Je l'attaque. Et avec son Mirage Mirror, j'avais oublié qu'il avait ça. Il fait une copie du Phyrexian Obliterator. Et bloque le Bloodghast. Donc je suis obligé de sacrifier 2 permanents. Je sacrifie les 2 enchantements. Enfin l'orbe de l'hiver et la ligne de l'œil. Puisque j'en ai plus besoin. Puisque désormais mon but c'est de poser, il a 7, c'est de faire exsanguination pour le finir. Vu qu'il lui reste plus beaucoup de vie. Et là en fait il va, je crois, concéder. Il va réfléchir un bon moment et il va dire non, je peux rien faire contre l'oblitérateur. S'il attaque, je le bloque, il sera obligé de sacrifier 12 permanents. Il fait une copie du marteau. Donc il va être obligé de sacrifier 22 permanents. Et voilà, je lui montre exsanguination à 24. Et la partie est finie. Voilà, donc dans cette partie, en résumé,
Macar a mis du temps à démarrer, mais une fois les coffres de la coterie en ligne, il a pu tout niquer grâce à l'oblitérateur et grâce surtout à un précepteur à 5, Diabolique Révélation pour 5. C'est très fort Diabolique Révélation, ça vous permet d'aller chercher toutes les pièces d'une combo. Et si vous ne gagnez pas avec ça, c'est que vous faites exprès. Malgré quelques Voranclex, ça avait très bien commencé, mais il s'est pris 24 blessures d'un coup avec le marteau et la double initiative. Et l'autre qui avait une Vraska a rien fait avec. Il l'a sacrifié, on n'a pas compris pourquoi, et après il a concédé alors qu'il pouvait encore faire des trucs. Voilà, c'est tout pour ma carte. J'espère que ça vous a convaincu de jouer mono noir. Personnellement, c'est avec cette couleur-là que j'ai commencé. Et même si après je suis passé plutôt Naya, je reste fidèle à mes origines. Et si vous êtes venu depuis le forum, je vous renouvelle la question. Quel est votre général mono noir préféré? Que je me fasse une petite idée. Voilà, c'est tout.